Imaginez un soir de novembre 1967. Le dîner est terminé. Les assiettes sont débarrassées. La cuisine sent encore le pot-au-feu du soir. Les enfants ont traîné des pieds pour aller se laver les mains. Puis ils sont revenus s'asseoir sur le tapis du salon, les jambes croisées, le menton dans les paumes. La mère a pris sa place habituelle sur le canapé. Le père s'est levé de sa chaise. Il traverse le salon. Il s'approche du téléviseur, ce meuble lourd, trapu, avec son écran bombé en verre épais, son coffre en bois verni, ses pieds légèrement écartés comme un animal stable. Il pose la main sur le bouton, un gros bouton rond, en plastique dur, avec des encoches pour les doigts. Il tourne. Clac. Un son mécanique, définitif. Pas un clic léger, pas une pression douce. Un vrai clac physique, avec une résistance, avec un engagement, comme si la machine demandait une intention claire avant d'obéir. Puis, le silence d'une ou deux secondes, pendant que le tube cathodique chauffe. Puis, une lumière qui naît au centre de l'écran, qui s'étend lentement vers les bords. Une image qui apparaît, d'abord floue, puis nette. Et le son qui monte. Une voix, de la musique, le monde qui entre dans le salon. La famille regarde. Ensemble. D'où tout a commencé. La télévision arrive en France. La télévision en France a une histoire plus ancienne qu'on ne le croit. Les premières émissions expérimentales datent des années 1930. René Barthélemy réalisa la première démonstration publique de télévision française en 1931. Mais ce n'était qu'une curiosité de laboratoire, accessible à une poignée de personnes. La vraie histoire commence après la guerre. En 1949, la France relança ses émissions télévisées régulières depuis la Tour Eiffel, qui servait d'antenne émettrice. En 1950, on estimait qu'il y avait environ 3000 téléviseurs en France. 3000, dans un pays de 40 millions d'habitants. Puis la croissance fut exponentielle. En 1953, la retransmission en direct du couronnement de la reine Élisabeth II en Angleterre, visible en France grâce à un câble sous-marin tout juste installé, fut l'un des premiers grands événements télévisuels européens. Des gens qui n'avaient pas de téléviseur se pressèrent chez les voisins qui en avaient un. Dans les cafés, les bistrots, les mairies, partout où un écran était disponible, les Français s'entassaient pour voir. La télévision venait de montrer ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait rendre présent ce qui était lointain. Elle pouvait abolir la distance. Elle pouvait mettre Londres dans un salon de Lyon. Ce pouvoir était irrésistible. Les chiffres qui disent tâche, tout. Pour comprendre ce qu'était la télévision en 1965 et ce qu'elle n'était pas encore, il faut regarder les chiffres. En 1960, environ 13% des foyers français possédaient un téléviseur. En 1965, ce chiffre était passé à environ 40%. En 1970, il dépassait 70%. En quelques années à peine, la télévision passa du statut de luxe réservé aux classes aisées à celui d'équipement familial standard. Mais même en 1967, l'année de notre scène d'ouverture, un foyer français sur deux n'avait pas encore de téléviseur, ce qui signifie que pour des millions de familles, la télévision était encore un événement. On allait la regarder chez les voisins. On s'installait à plusieurs dans un salon trop petit. On partageait l'écran comme on partageait un repas. Et ceux qui avaient un téléviseur, ils n'avaient pas le choix des programmes. Ils avaient exactement deux chaînes. La première chaîne, l'ORTF, qui diffusait les informations, les divertissements grand public, les retransmissions sportives. Et la deuxième chaîne, plus culturelle, plus ambitieuse, lancée en 1964, qui proposait des émissions plus recherchées, du théâtre, des documentaires. Une troisième chaîne arriverait en 1972. Mais en 1967, deux chaînes. C'est tout. Deux chaînes pour toute la France. Deux choix. Et souvent, pas vraiment le choix, parce que l'une des deux chaînes diffusait quelque chose que vous n'aviez aucune envie de regarder. Le commutateur, un geste qui engageait. Revenons à ce bouton, ce claque mécanique dont nous avons parlé au début.
Le commutateur du téléviseur de 1965 était un objet remarquable dans sa brutalité fonctionnelle. Il n'y avait pas de télécommande. La télécommande ne se démocratisa en France que dans les années 1980. Pour allumer le téléviseur, pour changer de chaîne, pour régler le volume, pour ajuster la luminosité ou le contraste, il fallait se lever, se déplacer physiquement jusqu'à l'appareil, poser la main dessus. Ce geste, si simple, si évident en apparence, avait des conséquences profondes sur la façon dont on regardait la télévision. D'abord, on ne zappait pas. Le mot n'existait pas encore en français dans ce sens. Passer d'une chaîne à l'autre demandait un effort physique. Se lever, traverser la pièce, tourner le bouton. On ne le faisait pas à chaque instant. On choisissait une émission, on s'y installait, on la regardait du début à la fin. Ensuite, allumer la télévision était un acte conscient et intentionnel. On ne l'allumait pas machinalement en entrant dans le salon. On l'allumait parce qu'il y avait quelque chose à regarder, parce que c'était l'heure d'une émission précise, parce que la famille avait décidé, ensemble ou séparément, que ce soir, à 7 heures, on allait regarder la télévision. Et enfin, le clac du commutateur était le signal que le temps familial basculait, que la soirée entrait dans une nouvelle phase, que les conversations s'arrêtaient, ou du moins se mettaient en pause, pour laisser place à l'écran. Ce clac avait une autorité que le simple toucher d'une icône sur un écran ne pourra jamais avoir. Les émissions qui faisaient la France, une mémoire collective. En 1965, 1966, 1967, les émissions de télévision françaises étaient peu nombreuses, mais elles avaient une puissance de rassemblement extraordinaire. Puisque tout le monde regardait les mêmes deux chaînes, les émissions populaires rassemblaient des audiences qu'aucune émission aujourd'hui ne peut espérer atteindre. 5 colonnes à la une. Le premier grand magazine d'information télévisé français, lancé en 1959, qui envoyait des reporters sur le terrain aux 4 coins du monde. Des images de l'Algérie en guerre, de l'Afrique décolonisée, des États-Unis en pleine transformation sociale. Pour des millions de Français qui n'avaient jamais voyagé, c'était une fenêtre littérale sur un monde qu'ils ne connaissaient que par les livres ou les journaux. La piste aux étoiles, un cirque télévisé présenté par Gilles Margaritis, puis par Roger Lanzac. Les familles entières regardaient les acrobates, les clowns, les dompteurs. Les enfants étaient cloués devant l'écran. Les adultes aussi, d'ailleurs. Interville, la célèbre compétition entre villes françaises, avec ses vachettes landaises, ses jeux aquatiques, ses équipes en costume. Une France qui se regardait elle-même, qui riait d'elle-même, qui s'identifiait à sa ville, à sa région, à son équipe locale. Le journal télévisé de 20 heures, peut-être l'émission la plus importante de toutes. Pas la plus spectaculaire, pas la plus divertissante, mais la plus structurante. Chaque soir à 20 heures, des millions de Français s'asseyaient devant leur écran et recevaient les mêmes informations, les mêmes images, les mêmes mots pour décrire le monde. Ce journal était l'horloge de la journée française. Il marquait la frontière entre le temps du travail et le temps du repos. Il réunissait, dans le silence attentif de millions de salons, une nation entière autour d'une vision commune du monde. Le téléviseur comme meuble et comme statue. Il faut parler de la place physique du téléviseur dans le salon, de 1965. Il n'était pas discret, il ne se fondait pas dans le décor, il ne disparaissait pas dans un meuble quand on ne l'utilisait pas. Il était là, présent, imposant, central. Les premiers téléviseurs français des années 1950 et début 1960 ressemblaient à des meubles de salle à manger, des coffres en bois avec un écran à l'intérieur, posés sur des pieds, avec parfois des portes en bois qu'on fermait quand on ne regardait. Pas pour que l'écran ne donne pas une impression de vide. Certains modèles avaient même un rideau en tissu devant l'écran, comme un théâtre miniature. Ces téléviseurs pesaient lourd, ils prenaient de la place. Ils dégagèrent de la chaleur quand ils fonctionnaient. Le tube cathodique chauffait, et cette chaleur se diffusait dans la pièce. En hiver, s'asseoir près du téléviseur allumé avait quelque chose de physiquement agréable. Et l'écran lui-même, cet écran bombé, avec ses coins arrondis, sa surface légèrement convexe qui reflétait la pièce quand le poste était éteint,
était un objet visuellement fascinant. On y voyait parfois son propre reflet déformé, comme dans une sphère. L'écran éteint était déjà une sorte de miroir du monde. Regarder ensemble, une discipline et une grâce. La télévision de 1965 imposait une chose que la télévision d'aujourd'hui ne peut plus imposer. Regarder ensemble. Pas chacun dans sa chambre, sur son téléphone, avec ses écouteurs. Pas en décalé, pas en streaming, pas sur pause. Ensemble. Au même moment. Dans la même pièce, devant le même écran. Cette simultanéité avait des conséquences sur la façon d'être en famille. Elle créait des rituels de négociation, quand il y avait deux chaînes et que toute la famille voulait regarder des choses différentes. Qui décidait? Le père, souvent, mais pas toujours. Il y avait des discussions, des compromis, des arrangements. Ce soir, on regarde ton émission, demain c'est la mienne. Ces négociations paraissaient anodines, mais elles apprenaient quelque chose d'essentiel. Le partage d'un espace commun demande des concessions. Elles créaient aussi des moments de réaction collective. Quand quelque chose d'émouvant arrivait à l'écran, une victoire sportive, une scène drôle, une nouvelle bouleversante, tout le monde la vivait en même temps, dans la même pièce. On se regardait, on riait ensemble, on se prenait la main. L'émotion n'était pas solitaire, elle était partagée, amplifiée, réelle. Et elle créait quelque chose d'encore plus subtil, une présence dans le silence. Regarder la télévision ensemble, c'était aussi être ensemble en silence. Partager le même espace sans parler, sans se justifier, sans performer une sociabilité. Juste être là, côte à côte, dans la lumière de l'écran. Ce silence partagé avait une qualité que nous avons perdue dans l'ère des écrans individuels, la qualité d'une solitude qui n'est pas seule, la fin de la récréation. L'écran qui s'éteignait. Il y a un détail de la télévision de 1965 que les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre viscéralement, même s'ils l'ont lu dans les livres. La télévision s'arrêtait, pas à cause d'une panne, pas parce que vous étiez fatigué. Elle s'arrêtait parce que la journée de diffusion était terminée. Les chaînes avaient tous des horaires de diffusion limités. En dehors de ces horaires, il n'y avait rien. Un écran gris ou un mire de couleur, ou simplement le bruit blanc de l'absence de signal. La télévision commençait à diffuser en fin d'après-midi, vers 17 ou 18 heures, pour les programmes enfants. Et elle s'arrêtait après le dernier programme du soir, souvent autour de 23 heures, parfois minuit pour les grandes occasions. Après, rien. Cette fin programmée de la télévision était, sans que personne ne le formule ainsi, une hygiène temporelle. Elle disait « La journée a une fin. Il y a un moment où les images s'arrêtent, un moment où il faut aller dormir, lire, parler, exister autrement que devant un écran. » Aujourd'hui, la télévision ne s'arrête jamais. Netflix ne s'arrête jamais. YouTube ne s'arrête jamais. L'écran est disponible à 4 heures du matin comme à 14 heures. Il n'y a plus de fin. Plus de signal que la journée est terminée. Plus de mire qui vous dit « Va te coucher, demain est un autre jour ». Et nous regardons nos écrans à 3 heures du matin, hagards, épuisés, incapables de nous arrêter. Parce que rien ne nous dit que c'est l'heure de s'arrêter. La mire de couleur était une sagesse que nous n'avons pas su garder. Ce que nous avons vraiment perdu. Nous n'avons pas perdu la télévision. Nous en avons plus que jamais, dans chaque pièce, dans chaque poche, dans chaque moment creux de la journée. Ce que nous avons perdu, c'est la rareté comme qualité. 2 chaînes, c'était peu. Mais ces 2 chaînes, justement parce qu'elles étaient 2 et non 200, avaient une densité. Chaque émission comptait. Chaque soirée de télévision était un événement prévu, anticipé, commenté. On en parlait le lendemain à l'école, au travail, à la boulangerie, parce que tout le monde avait regardé la même chose. Nous avons perdu la télévision comme événement collectif, cette façon de tous vivre la même chose au même moment, de tous avoir les mêmes images en tête le lendemain matin, de tous pouvoir dire « Tu as vu hier soir ?» Nous avons perdu le claque du commutateur, ce geste intentionnel, physique, engagé, qui signifiait « Je choisis de regarder ceci maintenant », remplacé par un glissement de doigts distrait,
automatique, presque inconscient. Et nous avons perdu la mire. Cette image fixe et colorée qui signifiait la fin. La frontière entre le temps des images et le temps du sommeil, du rêve, de l'obscurité nécessaire. Sans cette frontière, nous sommes perdus dans un flux sans fin, sans bord, sans nuit. Et nous nous demandons pourquoi nous sommes si fatigués. Imaginez un dimanche matin de septembre 1966. Pas n'importe quel matin. Un dimanche. Et en France, en 1966, le dimanche n'était pas simplement le dernier jour du week-end avant le retour au travail. Ce n'était pas une journée à optimiser, à remplir d'activités, à cocher sur une liste. Le dimanche était une autre espèce de temps. Un temps qui obéissait à des lois différentes. Un temps qui s'écoulait autrement, plus lentement, plus lourdement, comme du miel plutôt que de l'eau. Vous vous réveillez plus tard que d'habitude. Pas beaucoup plus tard. Les habitudes du corps ne s'effacent pas facilement, mais un peu. La lumière dans la chambre est différente, plus dorée, plus oblique, parce que vous avez dormi avec les volets mi-clos et que le soleil a eu le temps de monter. Vous entendez des sons dans la maison. La cafetière sur la gazinière, les voix des parents dans la cuisine, des voix basses, sans urgence, sans les tonalités tendues du lundi matin. Quelque part dans l'immeuble, un robinet qui coule. Une porte qui s'ouvre et se referme doucement. Dehors, la rue est différente. Moins de voitures, moins de bruit. Les magasins sont fermés, tous fermés, parce qu'en 1966, le dimanche, les magasins ne sont pas ouverts. Pas les épiceries, pas les boulangeries après la messe du matin, pas les pharmacies sauf urgence, pas les cafés après une certaine heure. Le monde s'est arrêté. Et dans cet arrêt, dans cette pause collective, imposée, partagée par tout le monde en même temps, se trouvait quelque chose de profondément humain, que nous avons perdu pour toujours. D'où tout a commencé. Le dimanche comme institution. Le dimanche chômé en France ne vient pas simplement de la religion chrétienne, même si l'Église en fut longtemps la gardienne et la justification. Il vient d'une conception très ancienne, très profonde, de l'organisation du temps humain. L'idée qu'il faut un jour de repos dans chaque semaine, un jour qui soit structurellement différent des autres, un jour qui brise le rythme du travail et de la production, est présente dans toutes les grandes civilisations humaines. Ce n'est pas une invention chrétienne. C'est une sagesse universelle qui dit que l'être humain ne peut pas être en mode production permanente sans se détruire. En France, ce principe fut progressivement inscrit dans la loi. La loi du 13 juillet 1906 établit le repos dominical obligatoire pour les travailleurs. Une bataille sociale menée pendant des décennies par les syndicats contre les patrons, qui auraient voulu faire travailler leurs ouvriers 7 jours sur 7. Cette loi n'était pas un cadeau, c'était une victoire. Et dans les années 1960, l'époque dont nous parlons, cette loi était encore pleinement respectée. Le dimanche était encore pleinement dimanche. La géographie du dimanche matin. Le dimanche matin en France de 1965 avait une géographie précise, une topographie sociale et culturelle qui se répétait partout, dans les grandes villes comme dans les villages les plus reculés. Le premier mouvement du dimanche matin, avant même le petit déjeuner, pour beaucoup de familles, c'était la messe. La France de 1965 était encore très majoritairement catholique pratiquante, même si cette pratique allait décliner fortement dans les décennies suivantes. Aller à la messe le dimanche matin n'était pas simplement un acte de foi, c'était un acte social. On s'y retrouvait, on s'y regardait, on s'y montrait. Les femmes portaient leurs belles robes, les hommes leurs costumes du dimanche, les enfants leurs tenues soignées. L'église était le premier espace de rassemblement du dimanche, le lieu où le quartier ou le village se reconnaissait comme communauté. En sortant de la messe, le deuxième mouvement, on allait chercher le pain. La boulangerie était ouverte le dimanche matin, c'était l'une des rares exceptions au repos dominical. Et le dimanche matin, on n'achetait pas seulement une baguette, on achetait les viennoiseries, les croissants, les pains au chocolat, les brioches. Ces douceurs qui n'apparaissaient dans la vie de beaucoup de familles modestes qu'une fois par semaine, le dimanche matin. Le troisième mouvement, en chemin entre la boulangerie et la maison, c'était le marché.
Dans la plupart des villes et villages français, le marché du dimanche matin était l'événement social de la semaine. Pas seulement pour acheter des légumes ou du fromage, pour se retrouver, pour se voir, pour s'arrêter, parler, débattre, raconter. Le marché du dimanche était la place publique au sens le plus ancien du terme. L'endroit où la communauté se réunissait, s'informait, négociait, riait. Pas derrière un écran, pas en envoyant des messages, en chair et en os, sur le pavé, sous les parasols des marchands, avec le bruit des caisses enregistreuses et les voix des vendeurs qui vantaient leurs marchandises. Le déjeuner du dimanche, un rituel sacré. Mais le cœur du dimanche, son moment le plus important, le plus structurant, le plus chargé de sens, c'était le déjeuner. Le déjeuner du dimanche en France de 1965 n'était pas un repas, c'était un événement. Un rituel qui mobilisait toute la famille, parfois depuis le samedi soir ou le dimanche matin très tôt. La mère, et c'était presque toujours la mère en 1965, dans la répartition des rôles de l'époque, s'y préparait à l'avance. Le dimanche, on ne mangeait pas simplement, on cuisinait, vraiment. Des plats qui demandaient du temps, de l'attention, du soin. Le pot-au-feu qui mijotait depuis la veille, le gigot d'agneau mis à mariner le samedi soir, le poulet rôti, le fameux poulet du dimanche, symbole si puissant qu'il est entré dans le langage courant comme métaphore de la semaine ordinaire et de sa régularité. Ce déjeuner durait, pas 1 heure, 2 heures, parfois 3. Il n'y avait pas d'urgence pour se lever de table. Il n'y avait pas d'endroit où aller, pas de rendez-vous de l'après-midi, pas de programme à ne pas manquer. On était là, on mangeait, on parlait, on restait. Les grands-parents étaient souvent là, parce que le dimanche était le jour des visites, le jour où les familles se rassemblaient autour d'une table. Les oncles, les tantes, les cousins parfois, la table rallongée avec la rallonge qu'on ne sortait que pour les grandes occasions, les verres à vin pour les adultes, la limonade pour les enfants, et les conversations. Ces longues conversations de table qui n'avaient mis pas de sujet précis, pas d'ordre du jour, pas de conclusion nécessaire. On parlait de tout et de rien, du jardin, du voisinage, des nouvelles du pays, des enfants qui grandissaient, du prix des choses, de la politique parfois, des souvenirs souvent. Ces conversations apparemment insignifiantes étaient en réalité le ciment de la famille, le mortier invisible qui liait les générations ensemble, qui transmettait les histoires, les valeurs, les façons de voir le monde. L'après-midi du dimanche, l'art du rien. Après le déjeuner, la vaisselle faite, la table débarrassée, le café bu et rebitu, venait l'après-midi. Et cet après-midi du dimanche était une chose extraordinaire que nous ne savons plus faire. Il ne se passait rien. Intentionnellement, délibérément, glorieusement. Le père s'assoupissait dans son fauteuil. Pas parce qu'il était malade, pas parce qu'il avait bu trop de vin, même si parfois c'était le cas, mais parce que la sieste du dimanche après-midi était un droit social reconnu, respecté, presque institutionnel. La mère tricotait, ou lisait, ou bavardait à voix basse avec une sœur ou une voisine venue prendre le café. Les enfants jouaient, dans la cour, dans le jardin, dans la rue calme du dimanche, où les voitures ne passaient presque plus. Des jeux inventés, des jeux libres, des jeux qui ne nécessitaient pas d'équipement spécial ni d'adultes organisateurs. Et dans toute la France, dans les villes comme dans les villages, régnait ce dimanche après-midi quelque chose qu'on peut seulement appeler la paix du dimanche. Une qualité particulière du silence, de la lumière, de l'air, comme si le monde avait retenu son souffle, comme si le temps avait accepté de ralentir. Les rues étaient d'eau quasi désertes. Les volets étaient mi-clos contre la chaleur ou contre la lumière trop vive. On entendait parfois le son d'une radio lointaine, ou des voix d'enfants qui jouaient au bout de la rue, ou le carillon d'une église qui sonnait les heures. Mais ces sons semblaient flotter dans un silence plus profond qu'eux, semblaient l'enrichir. Plutôt que le troubler, cette paix n'était pas l'ennui. Elle était fondamentalement différente de l'ennui. L'ennui est une absence, l'absence de stimulation, l'absence d'occupation, l'absence de sens. La paix du dimanche était une présence, la présence du temps lui-même, dans sa nudité, sans déguisement,
sans programme. Les enfants du dimanche, l'ennui comme apprentissage. Il faut parler des enfants, parce que le dimanche après-midi des enfants de 1965 était une expérience que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas et dont ils sont peut-être les plus grandes victimes de son absence. Les enfants de 1965 s'ennuyaient le dimanche après-midi, vraiment, profondément. Ils s'asseyaient sur le bord d'une chaise, ils regardaient par la fenêtre, ils disaient « Je m'ennuie » à leur mère qui répondait sans lever les yeux de son tricot « Invente quelque chose ». Et ils inventaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Pas de tablette, pas de console de jeu, pas de dessin animé en streaming, pas d'application, pas d'écran. Il y avait le temps, vide, immense, légèrement oppressant, et il fallait le remplir avec ce qu'on avait. L'imagination, les mains, les autres enfants, les matériaux trouvés dans la cour. Ce vide forcé était en réalité une école de la créativité. L'ennui est l'état dans lequel le cerveau, privé de stimulation externe, commence à en produire de l'interne. Il commence à inventer des histoires, à imaginer des mondes, à trouver des connexions entre des choses disparates. L'ennui est le terreau de l'imagination. Des études de psychologie contemporaine le confirment. Les enfants qui ont du temps non structuré, du temps vide, développent de meilleures capacités créatives, de meilleures aptitudes à résoudre des problèmes, une plus grande résilience émotionnelle. Ce que les parents de 1965 faisaient intuitivement, laisser les enfants s'ennuyer, était pédagogiquement juste. Nous avons rempli chaque minute de la vie de nos enfants. Chaque interstice de leur temps est occupé par un écran, une activité organisée, un programme éducatif, une stimulation externe. Nous avons eu peur de leur ennui. Et en ayant peur de leur ennui, nous avons tué quelque chose dans leur capacité à être seuls avec eux-mêmes. Quelque chose dans leur capacité à inventer. Le dimanche comme frontière temporelle. Il y a une dimension du dimanche de 1965 qui est peut-être la plus difficile à transmettre à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, sa dimension de frontière. Le dimanche était une frontière dans le temps. Il séparait nettement deux zones, la zone du travail, de l'obligation, de l'effort, de la semaine, et la zone du repos, du plaisir, de la famille, du sens. Cette frontière était visible dans tout. Dans les vêtements, on mettait ses habits du dimanche, différents des habits de la semaine. Dans la nourriture, on mangeait différemment le dimanche. Dans les sons, la ville sonnait différemment. Dans les odeurs, le déjeuner du dimanche avait des odeurs qu'on ne sentait que ce jour-là, et cette frontière protégeait quelque chose d'essentiel. Elle protégeait le temps du repos de l'invasion du temps du travail. Elle disait « Ici, le travail n'entre pas. Ici, tu n'es pas un employé, un producteur, un consommateur. Ici, tu es simplement un être humain avec sa famille, son repas, sa sieste, son temps. » Aujourd'hui, cette frontière n'existe plus. Le dimanche est ouvert. Les magasins sont ouverts, du moins beaucoup d'entre eux. Les emails professionnels arrivent le dimanche matin. Le téléphone sonne. Les réunions Zoom peuvent être planifiées n'importe quel jour. Le travail a envahi le dimanche, comme il a envahi le soir, comme il a envahi les vacances, comme il a envahi les nuits. Nous avons perdu la frontière. Et sans frontière, nous ne savons plus où s'arrête le travail et où commence la vie. La promenade du dimanche, un rituel disparu. Il y a un rituel du dimanche de 1965 qui mérite une mention particulière parce qu'il a presque entièrement disparu du paysage français. La promenade du dimanche. Dans les années 1960, les familles françaises se promenaient le dimanche après-midi. Pas pour faire de l'exercice, même si l'exercice en était le résultat. Pas pour atteindre un objectif, pas pour brûler des calories, pas pour compléter un défi de 10 000 pas sur une montre connectée. Pour se promener, simplement. La famille sortait après le déjeuner, une fois la vaisselle faite et la sieste du père terminée. On s'habillait, pas beaucoup mais un peu. Parce que sortir en public, même pour une promenade, avait encore une dimension sociale qui demandait une certaine tenue. On prenait la direction du parc, ou du bord de la rivière, ou de la forêt proche, ou simplement de la rue principale. Et on marchait, sans destination précise,
en regardant les vitrines, les maisons, les autres promeneurs, parce que tout le monde se promenait, et on croisait les connaissances, et on s'arrêtait pour parler, et les conversations s'enchaînaient naturellement dans ce rythme lent du pas. Les enfants couraient devant, puis revenaient, puis repartaient. Les grands-parents marchaient plus lentement, et cette différence de rythme n'était pas un problème. On ralentissait, on s'adaptait au plus lent. On apprenait, sans le formuler, que la vitesse des autres est une réalité qu'il faut respecter. Cette promenade sans but était en réalité profondément purposefule, pleine de sens. Elle était le temps de la famille en mouvement, le temps où l'on parlait sans le prétexte d'une table ou d'un repas, le temps où le corps et l'esprit se déplaçaient ensemble, à la même vitesse, dans le même espace. Comment et pourquoi le dimanche a changé? Le dimanche français tel qu'il existait en 1965 a été transformé par plusieurs forces simultanées, sur une période d'environ 30 ans. La première force fut l'automobile. Dans les années 1960 et 1970, la démocratisation de la voiture transforma le dimanche français. Le dimanche devint le jour des sorties en voiture, au restaurant, à la plage, à la campagne. Ces sorties étaient joyeuses, mais elles remplacèrent progressivement la promenade à pied par le trajet en voiture, l'espace local par la destination lointaine, la lenteur par le déplacement. La deuxième force fut l'ouverture dominicale progressive. À partir des années 1980, sous des pressions économiques et culturelles, les exceptions au repos dominical se multiplièrent. D'abord les grandes surfaces en zone touristique, puis certains commerces dans certaines zones géographiques, puis, progressivement, une remise en cause de plus en plus large du principe lui-même. Aujourd'hui, le débat sur l'ouverture des commerces le dimanche est permanent en France, et dans les faits, le dimanche commercial ressemble de plus en plus aux autres jours. La troisième force, peut-être la plus profonde, fut le changement de valeur. La société française des années 1980 et 1990 fit de la consommation, de l'activité, de la performance des valeurs centrales. Le temps vide devint suspect, l'ennui devint une pathologie, la lenteur devint un signe de paresse ou d'échec. Et le dimanche, ce jour structurellement vide, structurellement lent, devint un problème à résoudre plutôt qu'un don à recevoir. Ce que nous avons vraiment perdu. Nous avons perdu le droit collectif au repos. Pas le repos individuel. Chacun peut encore, s'il le décide, ne rien faire le dimanche. Mais le repos collectif, le repos simultané, le repos de tout le monde en même temps. C'est cette simultanéité qui était précieuse. Quand tout le monde se repose en même temps, quand les magasins sont fermés, quand les rues sont calmes, quand le monde entier a tacitement accepté de ralentir, alors le repos devient réel. Il devient possible, il devient légitime. Quand vous seul vous reposez pendant que le reste du monde continue de tourner, que les emails arrivent, que les boutiques sont ouvertes, que les réseaux sociaux bouillonnent, votre repos est imparfait. Il est tenté par le sentiment de rater quelque chose, par la culpabilité de ne pas être productif, par l'anxiété du flux qui continue sans vous. Le dimanche de 1965 disait à chacun « Tu peux t'arrêter, tout le monde s'arrête. Arrête-toi ». Ce message collectif, rassurant, libérateur, personne ne nous le dit plus. Et nous courons tous les jours, y compris le dimanche. Nous courons sans savoir exactement pourquoi, sans savoir vers quoi, sans savoir quand nous aurons le droit de nous arrêter. La réponse était simple. Elle avait lieu une fois par semaine. Elle s'appelait le dimanche. Imaginez une scène. Vous avez 22 ans. Vous venez de partir faire votre service militaire, obligatoire en France jusqu'en 2001, et en 1966, très présent dans la vie de chaque jeune homme. Vous êtes à Metz, ou à Bordeaux, ou à Toulon, loin de chez vous, loin de votre famille, de vos amis, de la fille que vous avez rencontrée 3 semaines avant votre départ et à qui vous avez promis d'écrire. Vous êtes assis sur votre lit de caserne, un soir après l'appel. Les autres jouent aux cartes ou fument dans le couloir. Vous sortez d'une boîte en métal, une petite boîte que votre mère vous a donnée avant le départ. Une feuille de papier à lettres. Blanche, avec un léger liseré bleu sur les bords. Et un stylo à encre,
Parce qu'en 1966, on écrit encore souvent à l'encre, même si le stylo bille commence à se répandre. Vous posez la feuille sur le livre que vous utilisez comme support dur. Vous réfléchissez un moment. Pas longtemps, parce que vous avez pensé à ce que vous alliez dire pendant toute la journée. Et vous commencez. Ma chère Hélène. Et là, quelque chose se passe. Quelque chose que le message WhatsApp, le SMS, l'email ne peuvent pas reproduire. Parce que cette lettre que vous commencez à écrire, elle va voyager. Elle va quitter cette caserne dans une enveloppe cachetée avec votre langue. Elle va traverser la France dans un sac postal. Elle va arriver dans une boîte aux lettres en métal gris sur un palier d'immeuble à Paris ou à Lyon. Et Hélène va la prendre dans ses mains, va sentir le papier, va voir votre écriture, cette écriture qui est uniquement la vôtre, qui ressemble à votre façon de parler, à votre façon de penser. Et elle va lire. D'où tout a commencé, la lettre comme technologie fondamentale. La lettre manuscrite n'est pas une invention récente. Elle est aussi vieille que l'écriture elle-même, ou presque. Depuis que les êtres humains ont appris à tracer des symboles sur des surfaces, ils ont voulu envoyer ces symboles à d'autres êtres humains qui ne se trouvaient pas au même endroit. Mais c'est au XIXe siècle que la lettre devint une technologie de masse en France. La création du service postal national, la Poste, permit progressivement à chaque citoyen français, même le plus modeste, même le plus rural, de correspondre avec n'importe qui sur le territoire. Et l'invention du timbre-poste, introduit en France en 1849, simplifia radicalement le processus. Plus besoin de payer à la réception, plus besoin de calculs complexes. Un timbre, une lettre, une boîte aux lettres. Dès la fin du XIXe siècle, la correspondance épistolaire était ancrée dans les habitudes françaises à tous les niveaux sociaux. Les paysans écrivaient à leurs enfants partis en ville. Les soldats écrivaient à leurs mères depuis les tranchées. Les amants séparés écrivaient leurs désirs sur des feuillets parfumés. Les hommes d'affaires écrivaient leurs contrats à la main. Les philosophes et les écrivains écrivaient des lettres qui étaient des œuvres d'art en elles-mêmes. Pensez à Flaubert, à Proust, à George Sand, dont les correspondances remplissent des volumes entiers. La lettre était la technologie de la relation par excellence. Pendant plus d'un siècle, elle fut le seul moyen de maintenir un lien avec quelqu'un qui se trouvait loin. L'écriture manuscrite, un acte physique total. Pour comprendre ce qu'était la lettre en 1966, il faut comprendre ce qu'était l'acte d'écrire à la main. Pas comme on l'entend aujourd'hui, une curiosité artisanale, un hobby, une pratique de pleine conscience pour les adeptes du slow living. Mais comme un acte ordinaire, quotidien, universel. Tout le monde écrivait à la main, tout le temps. Pas seulement les lettres, les listes de courses, les notes de travail, les devoirs d'école, les recettes de cuisine, les comptes du ménage. L'écriture manuscrite était le mode par défaut de toute trace écrite. La machine à écrire existait, mais elle était réservée aux bureaux, aux professionnels, aux usages formels. Et cette omniprésence de l'écriture manuscrite avait une conséquence directe sur la lettre. Elle était personnelle d'une façon que rien d'autre ne pouvait être. Votre écriture était vous. Absolument, irréductiblement vous. L'écriture de chaque personne est unique, aussi unique que ses empreintes digitales. La façon dont vous formez vos lettres, la pression que vous exercez sur le papier, l'inclinaison de vos mots, les liaisons entre les lettres, les majuscules légèrement différentes des autres, la façon dont votre écriture se détend ou se resserre, selon votre humeur, tout cela était visible, tout cela parlait. Recevoir une lettre d'une personne aimée, c'était recevoir une trace physique de sa présence. Le papier avait été entre ses mains. Le stylo avait touché cette surface que vous touchez maintenant. L'encre avait coulé sous la pression de ses doigts. C'était presque un contact physique à distance. Le temps de l'écriture, une discipline de la pensée. Écrire une lettre en 1966 demandait du temps, pas parce que les gens étaient lents, mais parce que l'acte lui-même imposait un rythme. D'abord, il fallait penser avant d'écrire. Pas comme on peut taper un message aujourd'hui, en pensant en temps réel, en effaçant et en recommençant sans conséquence. Une lettre à l'encre ne s'efface pas facilement. Une rature était visible. Elle témoignait d'une hésitation,
d'une correction, d'un changement d'avis. Certaines personnes faisaient un brouillon avant de recopier la version finale. D'autres, plus habiles ou plus confiantes, écrivaient directement. Mais dans tous les cas, il y avait un travail de composition mentale préalable. Ensuite, il fallait choisir ses mots. Pas parce que les gens de 1966 étaient plus intelligents ou plus cultivés que nous, mais parce que les mots écrits à la main ont un poids différent des mots tapés sur un clavier. Ils semblent plus définitifs, plus engageants, plus réels. On ne pouvait pas écrire « je t'aime » dans une lettre avec la même légèreté qu'on peut taper ces mots aujourd'hui dans un message qui sera peut-être lu entre deux stories Instagram. Et enfin, il y avait le temps physique de l'écriture elle-même. Une lettre de 2 pages prenait 20 minutes, 30 minutes, parfois plus. 20 minutes pendant lesquelles vous n'étiez nulle part ailleurs. Vous étiez là, présent à votre feuille, présent à votre stylo, présent à la personne à qui vous écriviez. 20 minutes de concentration totale sur une seule personne. Quand avez-vous la dernière fois accordé 20 minutes de concentration totale à quelqu'un qui n'était pas dans la même pièce que vous? L'enveloppe, le timbre, la boîte aux lettres. Une liturgie en 3 actes. Mais écrire la lettre n'était que la première partie du rituel. Il y avait ensuite, et c'est important, toute la liturgie de l'envoi. Plier la lettre. Ce pliage précis, en 3 ou en 4, pour que les feuilles entrent exactement dans l'enveloppe. Glisser les feuilles dans l'enveloppe. Lécher le rabat. Ce goût légèrement sucré et un peu chimique de la colle de l'enveloppe, que toute une génération a en mémoire gustative et qui n'existe plus vraiment depuis les enveloppes auto-adhésives. Fermer. Appuyer. Écrire l'adresse sur l'enveloppe, à la main, encore une fois. Le nom du destinataire, son adresse, sa ville, son code postal. Ces mots écrits à la main sur une enveloppe avaient lu quelque chose de solennel, comme une adresse sur une pierre tombale, mais joyeuse. Une adresse qui disait « Je sais où tu vis. Tu m'as confié cet endroit. Je t'envoie quelque chose là-bas. » Coller le timbre. Ce petit carré dentelé avec son image, souvent un monument français, un personnage historique, une fleur, un tableau. Le timbre avait ses collectionneurs. La philatélie était un passe-temps répandu en France, particulièrement chez les enfants et les retraités. Certaines familles gardaient les enveloppes après réception, découpaient les timbres, les collaient dans des albums spéciaux. Une archive minuscule du temps et des échanges. Et enfin, aller à la boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres jaunes, peinte en jaune P, TT, vissée au mur d'un immeuble ou posée au coin d'une rue. Glisser l'enveloppe dans la fente. Entendre son léger frottement contre les autres lettres déjà déposées. Et lâcher. À ce moment, la lettre vous quittait. Elle entrait dans un système que vous ne contrôliez plus. Elle était entre les mains de la poste, des facteurs, du réseau postal. Et vous n'aviez plus qu'à attendre. L'attente, une autre façon de vivre le temps. Et maintenant, parlons de l'attente. Parce que l'attente est peut-être la partie la plus importante de cette histoire, et la plus difficile à comprendre pour quelqu'un qui a grandi avec Internet. Entre l'envoi d'une lettre et la réception d'une réponse, il se passait du temps, du vrai temps. Pas des secondes, pas des minutes, des jours. Pour une lettre envoyée à l'intérieur de la France, 2 à 4 jours en moyenne pour l'aller, 2 à 4 jours pour la réponse. Une semaine donc, minimum, entre votre lettre et la réponse. Parfois plus, si la personne tardait à répondre, si le courrier était retardé, si les circonstances s'y prêtaient en mal. Et pendant cette semaine, vous attendiez, vous pensiez à votre lettre, vous vous demandiez si elle était arrivée. Vous imaginiez Hélène la lisant, dans quelle pièce, à quel moment de la journée, avec quelle expression sur le visage. Vous anticipez les morceaux de votre lettre qui la feraient rire, ceux qui la toucheraient, ceux peut-être qui la blesseraient, et que vous regrettiez d'avoir écrit, mais qu'il était trop tard pour rattraper. Et puis, un matin, en passant devant la boîte aux lettres en bas de l'escalier, vous voyiez une enveloppe avec une écriture que vous reconnaissiez. Et ce moment de reconnaissance d'une écriture familière dans une boîte aux lettres, était un moment de joie pure, physique, immédiate, qui n'a pas d'équivalent dans l'ère numérique.
Pas la joie d'une notification, pas le petit frisson d'un like. Une vraie joie. Une joie qui avait attendu d'exister pendant une semaine, et qui, pour cette raison, était pleine, entière, non diluée. L'attente avait créé le désir. Le désir avait rendu la joie réelle. Les lettres qui portaient les grandes choses. Les lettres de 1966 n'étaient pas seulement des échanges quotidiens entre proches. Elles portaient aussi les grandes choses de la vie. Les choses qu'on n'aurait peut-être pas pu dire de vive voix. Les déclarations d'amour. Combien de grandes histoires d'amour françaises ont commencé par une lettre? Combien de sentiments qui n'auraient jamais été exprimés de vive voix, par timidité, par pudeur, par peur du rejet, ont trouvé leur chemin sur une feuille de papier, à la faveur de la distance et du silence de la nuit. La lettre donnait du courage. Elle permettait de dire ce que la voix ne pouvait pas dire. Elle créait un espace protégé. Vous n'aviez pas à voir le visage de l'autre en lisant vos mots. Vous n'aviez pas à gérer sa réaction en temps réel. Vous écriviez, vous envoyiez, et ensuite, vous attendiez. Et pendant cette attente, vous viviez dans un espace suspendu entre le dit et le répondu, entre l'amour déclaré et l'amour confirmé ou refusé. Cet espace suspendu était douloureux, mais il était aussi, d'une façon étrange, l'un des espaces les plus vivants de l'existence humaine. L'espace de la possibilité pure, avant que la réalité ne tranche. Les mauvaises nouvelles aussi arrivaient par lettres. La mort d'un proche annoncé dans une enveloppe noire. Un licenciement. Une rupture. Ces lettres, ces mauvaises nouvelles écrites à la main, avaient une dignité particulière. Elles témoignaient que l'expéditeur avait pris le temps, avait choisi ses mots, avait eu le courage de les écrire plutôt que de les dire, ou de les envoyer par voie impersonnelle. Même la mauvaise nouvelle, portée par une lettre, était un acte de respect. Le facteur, le messager du monde. Il faut parler du facteur. Parce que le facteur de 1966, le préposé des PTT en uniforme bleu sur son vélo jaune, était un personnage central dans la vie de chaque rue, de chaque village, de chaque immeuble. Il ne distribuait pas simplement du courrier. Il était le messager du monde extérieur. Il était le lien entre votre vie intérieure, votre foyer, votre famille, votre quotidien, et tout ce qui se passait au-delà. Dans les villages, le facteur était une institution. Il connaissait tout le monde. Il savait qui attendait une lettre importante, une réponse à une demande de travail, des nouvelles d'un fils au service militaire, un résultat médical. Il savait aussi quand quelqu'un n'avait pas eu de courrier depuis longtemps. Et parfois, cette absence de courrier était un signe d'isolement, de détresse, qu'il signalait discrètement à qui de droit. Le facteur était aussi porteur de nouvelles orales. Dans les coins reculés, il était parfois le premier à apporter l'information. Une naissance dans tel village, un accident sur la nationale, l'élection d'un nouveau maire. Il circulait, il voyait, il savait. Et il avait un rituel quotidien qui rythmait la vie des rues, le bruit de sa sacoche contre son vélo, le claquement des boîtes aux lettres qu'il ouvrait et refermait, le beau bonjour lancé aux fenêtres ouvertes. Ces sons annoncèrent son passage comme le laitier annonçait le matin. Une présence régulière, attendue, rassurante dans sa régularité même. Comment et pourquoi tout a changé? La lettre manuscrite ne disparut pas d'un coup. Elle se retira progressivement, comme une marée qui descend si lentement qu'on ne remarque pas que le rivage change. Le premier recul vint dans les années 1970 et 1980 avec la démocratisation du téléphone fixe. Quand presque chaque foyer français eut son téléphone, ce qui fut le cas au milieu des années 1980, la lettre cessa d'être le seul moyen de communiquer à distance. Pour les nouvelles urgentes, pour les échanges rapides, on téléphonait. La lettre resta pour les choses plus formelles, plus importantes, plus réfléchies. Le deuxième recul, beaucoup plus rapide et beaucoup plus radical, vint dans les années 1990 et 2000 avec Internet et le courrier électronique. L'email offrait tout ce que la lettre offrait, la possibilité d'écrire à quelqu'un à distance, de lui transmettre des informations, de maintenir une relation, avec en plus l'immédiateté, la gratuité, la facilité.
La lettre n'avait plus d'arguments à faire valoir. Et le troisième coup, fatal et définitif, fut le téléphone portable et les messageries instantanées. Pourquoi écrire un email quand on peut envoyer un message en 10 secondes? Pourquoi attendre une réponse quand on peut avoir une réaction en temps réel? Le courrier postal en France chuta de façon vertigineuse dans les années 2000 et 2010. La Poste, qui avait distribué des milliards de lettres personnelles chaque année dans les années 1970 et 1980, distribue aujourd'hui principalement des colis de commerce électronique et des publicités. Le facteur en uniforme bleu sur son vélo jaune est devenu un livreur en camionnette blanche avec des colis Amazon. Le monde a continué de tourner. Mais quelque chose dans la façon dont il tourne est devenu moins humain, ce que nous avons vraiment perdu. Nous avons perdu l'effort comme preuve d'amour. Écrire une lettre demandait du temps, du papier, un timbre, un déplacement jusqu'à la boîte aux lettres. Toute cette dépense de temps, d'énergie, d'argent était une preuve. Une preuve que la personne à qui vous écriviez valait cet effort, que vous pensiez à elle assez pour lui consacrer 20 minutes de votre vie, une feuille de votre papier, un timbre de votre porte-monnaie. Aujourd'hui, envoyer un message ne coûte rien. Pas d'argent, pas de temps, pas d'effort. Et cette gratuité, paradoxalement, dévalorise le message. Quand tout est gratuit, rien n'a de prix. Quand tout est instantané, rien n'a de poids. Nous avons perdu aussi l'écriture comme portrait. Cette façon dont une lettre manuscrite portait la trace physique de son auteur, son écriture, sa pression, ses ratures, ses marges plus ou moins généreuses selon son humeur. Ces lettres qu'on relisait des années plus tard et dans lesquelles on retrouvait non seulement les mots, mais la personne entière, sa façon d'être, sa façon de penser, sa présence. Nous avons perdu l'attente comme intensité. Cette semaine entre l'envoi et la réponse, pendant laquelle le désir de l'autre grandissait, se précisait, se nourrissait de l'imagination. Cette façon dont l'absence physique créait une présence mentale plus forte, peut-être que toute présence réelle. Et nous avons perdu la lettre comme archive, ces boîtes en carton, ces malles en osier, ces tiroirs de commode où les familles françaises conservaient leurs lettres, parfois sur des décennies, parfois sur des générations, ces archives du sentiment humain, de l'histoire ordinaire, de la vie telle qu'elle était vraiment vécue par des gens ordinaires. Ces lettres qui permettaient aux petits-enfants de connaître leurs grands-parents jeunes, d'entendre leur voix, de toucher leurs mains à travers le papier jauni. Vos messages WhatsApp, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, qui les relira? Où seront-ils? Dans quel serveur? Dans quel nuage numérique? Dans quelle entreprise qui aura peut-être disparu? La lettre durait. Elle durait parce qu'on y avait mis quelque chose de soi qui méritait de durer. Imaginez un mardi matin de mai 1966. Pas un dimanche, un mardi, un jour ordinaire de semaine. Vous vous réveillez avec une liste dans la tête, pas écrite, juste mémorisée. Comme les femmes de cette époque mémorisaient des dizaines de choses simultanément sans en faire une performance. Des tomates, un poulet, du fromage de chèvre si Monsieur Arnaud est là avec sa camionnette, des haricots verts si la saison est bonne, et peut-être, si les finances de la semaine le permettent, un petit morceau de ce veau qui était si bien la semaine dernière. Vous prenez votre cabas, pas un sac plastique, un cabas, en toile épaisse, avec des anses en cuir ou en corde, qui peut contenir une quantité impressionnante de choses quand on sait comment les ranger. Ce cabas a une odeur composite et familière, qui est l'odeur même du marché. Légumes, terre, herbes, tissus humides. Il a été au marché des centaines de fois. Il porte cette histoire dans ses fibres. Vous sortez dans la rue. Il est 8 heures du matin. Le marché commence à 7 heures. Les meilleurs clients arrivent à 7 heures, quand les produits sont encore au complet, quand les fraises les plus belles n'ont pas encore été prises, quand le fromager a encore le choix de ses pièces. Vous arrivez à 8 heures. Pas trop tard non plus, parce qu'à 11 heures, les stands commencent à se dégarnir et les marchands pensent déjà au rangement. Vous entendez le marché avant de le voir. Les voix des marchands, ces voix particulières, puissantes, entraînées à porter loin dans le bruit ambiant, qui annoncent leur prix, vantent leurs produits,
interpelle les passants. La musique de la vente à la criée, ancienne comme le commerce lui-même. Et puis, vous tournez le coin de la rue, et le marché est là, d'où tout a commencé. Le marché comme institution millénaire. Le marché en France n'est pas une invention du XIXe siècle, ni du XVIIIe, ni même du Moyen Âge. Il est aussi vieux que la civilisation humaine sur ce territoire. Les Gaulois tenaient des marchés. Les Romains en Gaule tenaient des marchés. Les marchés médiévaux dans les villes françaises étaient l'eau des institutions si importantes qu'ils structuraient l'urbanisme lui-même. La place du marché, dans des milliers de villes et villages français, est encore aujourd'hui le centre géométrique et symbolique de l'espace urbain. Mais c'est au XIXe siècle que le marché français prit sa forme moderne. La forme que les habitants de 1965 connaissaient et que nous reconnaissons encore aujourd'hui dans les marchés qui survivent. La halle centrale à Paris, construite sous Napoléon III, devint le modèle d'un nouveau type de marché. Couvert, organisé, hygiénique, rationnel. Les halles de Paris, le ventre de Paris, comme les appela Zola, étaient le cœur d'un réseau tentaculaire qui alimentait toute la capitale depuis les fermes et les jardins maraîchers de la région. Et autour de ce modèle central se développèrent des milliers de marchés locaux, de quartiers, de villages, de banlieues, qui fonctionnaient sur le même principe, mais à une échelle humaine. Des marchands qui venaient régulièrement, des mêmes producteurs ou des mêmes grossistes, vendre leurs produits à une clientèle fidèle qu'ils connaissaient. L'espace du marché, une géographie vivante. Le marché de quartier de 1965 était un espace physique extraordinairement riche et complexe. Pas dans le sens architectural. Les stands étaient souvent des tréteaux simples, des caisses retournées, des camionnettes dont on avait baissé le haillon arrière pour en faire un comptoir. Mais dans le sens humain et sensoriel, chaque marchand avait sa place, pas assignée officiellement, ou si, officiellement, par la mairie qui gérait les emplacements, mais aussi de fait, par la force de l'habitude et du temps. Monsieur Arnaud, avec ses fromages de chèvre, était toujours au 3e rang à gauche. La veuve Martin, avec ses fleurs, était toujours près de l'entrée principale. Le marchand de volailles était toujours au fond, parce que les volailles vivantes faisaient du bruit et de l'odeur, et qu'on les reléguait instinctivement en périphérie. Ces emplacements fixes créaient une carte mentale que chaque habitante du quartier portait en elle. Elle savait où aller pourquoi. Elle pouvait naviguer le marché les yeux mi-clos, guidée par les odeurs et les sons autant que par la vue. Et les odeurs, encore une fois, les odeurs. Le marché de 1965 sentait le vivant d'une façon que les supermarchés climatisés et désodorisés d'aujourd'hui ne peuvent pas reproduire. Les herbes fraîches, thym, romarin, persil, estragon, qui dégageaient leurs huiles essentielles au moindre contact. Les fromages qui mûrissaient à l'air libre, les poulets entiers avec leurs plumes encore sur certains stands, un spectacle qui choquerait probablement la moitié des acheteurs d'aujourd'hui, mais qui était alors parfaitement normal. Les fleurs dont le parfum se mêlait à celui des légumes dans une confusion olfactive riche et vivante. Et les fruits, les fraises de mai, les pêches de juillet, les figues de septembre, ces fruits qui avaient une saison, une vraie saison, et qui n'existaient que pendant quelques semaines dans l'année. Cette rareté temporelle donnait à chaque fruit sa saveur maximale. La fraise de mai 1966, cueillie la veille dans un champ à 20 kilomètres, non réfrigérée, non traitée pour résister au transport, non sélectionnée pour sa fermeté plutôt que son goût. Cette fraise avait un goût que les fraises espagnoles de Stasantizui, janvier importées en avion, n'ont pas, ne peuvent pas avoir. Parce que le goût d'un fruit, c'est aussi le goût de sa saison. La balance à plateau, un instrument de confiance. Il faut s'arrêter sur la balance. La balance du marchand de marché de 1965 était un objet remarquable. Pas une balance électronique, pas encore, même si elle commençait à apparaître à la fin des années 1960. Une balance à plateau, ce dispositif ancien, symétrique, où l'on posait la marchandise d'un côté et les poids de l'autre, et où l'équilibre de la barre horizontale indiquait l'égalité des masses. Ces poids, en fonte, cylindriques ou coniques, avec un petit anneau sur le dessus pour les saisir, existaient en différentes tailles, 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes,
1 kilogramme. Le marchand les maniait avec une dextérité acquise sur des années. Il saisissait les poids sans regarder, les posait sur le plateau avec un geste précis et économe, ajustait jusqu'à l'équilibre. Et l'équilibre lui-même, ce moment où la barre horizontale trouvait son point d'équilibre et s'immobilisait légèrement, les deux plateaux à la même hauteur, était un moment de vérité visible. La marchandise pesait ce qu'elle pesait. Le poids était là, sur le plateau, tangible, mesurable, incontestable. Ce n'était pas une abstraction numérique sur un écran. C'était une démonstration physique, en temps réel, devant vos yeux. Et si vous n'étiez pas sûr, si vous aviez un doute, vous pouviez regarder. Vous pouviez voir les plateaux. Vous pouviez vérifier que les poids correspondaient à ce que le marchand annonçait. La confiance était rendue possible par la transparence physique de l'instrument. La relation marchande, une négociation humaine. Acheter au marché en 1965 n'était pas une transaction. C'était une relation. Cette relation commençait par le regard. Vous vous approchiez d'un stand. Le marchand vous regardait, pas comme un service qui attend une commande, mais comme une personne qui reconnaît une autre personne. Si vous étiez un client régulier, il vous reconnaissait. Il savait ce que vous aimiez. Il savait comment vous vouliez vos tomates, bien mûres ou encore un peu fermes pour tenir la semaine. Il savait que vous preniez toujours 1,5 kg de haricots verts quand ils étaient en saison. Cette reconnaissance était précieuse. Elle disait « Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que je connais, quelqu'un dont je connais les goûts, quelqu'un à qui je veux vendre quelque chose de bon parce que tu reviendras la semaine prochaine et tu me diras si c'était bon. » Il y avait aussi, dans certains contextes, avec certains marchands, pour certains produits, la négociation. Pas sur tout, pas systématiquement, mais sur les prix de fin de marché, quand le marchand voulait écouler ce qui restait plutôt que de le remporter. Ou sur les quantités. Si j'en prends 2 kilos, vous me faites un prix. Ces négociations n'étaient pas des batailles, c'étaient des danses, des échanges rituels qui confirmaient que les deux parties étaient des êtres humains libres, capables de s'entendre, capables de trouver un accord qui convienne aux deux. Et il y avait la dégustation. Cette pratique, qui scandaliserait peut-être un gérant de supermarché moderne, était parfaitement normale au marché. Vous vouliez savoir si le fromage était bon. Le fromager vous en coupait un petit morceau. Vous le goûtiez. Vous hochiez la tête ou vous fronciez les sourcils. Et la décision d'acheter ou non était prise sur la base de votre propre expérience sensorielle, pas sur la base d'une étiquette, pas sur la base d'une note sur une application. Vous mangiez avant d'acheter. Le corps décidait avant le portefeuille. Les enfants au marché. Une éducation sensorielle. Les enfants qui accompagnaient leur mère au marché en 1965 recevaient quelque chose d'inestimable sans le savoir. Une éducation sensorielle complète. Ils apprenaient à reconnaître les légumes et les fruits à leur forme, à leur couleur, à leur odeur. Ils apprenaient qu'une tomate mûre est molle sous la pression du doigt, mais pas trop. Qu'une pêche prête à être mangée se reconnaît à son parfum avant même d'être touchée. Qu'un bon melon est lourd pour sa taille et sonne creux quand on le frappe de la paume. Ils apprenaient la saisonnalité, que les cerises ne sont là qu'en juin, que les châtaignes annoncent l'automne, que les premières fraises du printemps sont un événement. Cette conscience du calendrier naturel, ce lien entre les saisons et la nourriture, est une connaissance fondamentale que nous sommes en train de perdre collectivement à une vitesse effrayante. Ils apprenaient aussi quelque chose de plus subtil, la façon de se comporter en espace public. Au marché, il fallait attendre son tour. Il fallait ne pas toucher les marchandises sans permission. Il fallait regarder les adultes dans les yeux quand on s'adressait à eux. Il fallait dire bonjour et merci. Ces règles sociales élémentaires, qui semblent évidentes mais qui s'apprennent, se transmettaient naturellement dans l'espace du marché, dans ce théâtre social à ciel ouvert. La saisonnalité comme sagesse. Il faut s'arrêter sur la saisonnalité, parce que la saisonnalité des produits au marché de 1965 n'était pas un choix éthique ou écologique, c'était simplement la réalité. Il n'y avait pas de haricots verts en décembre, pas de fraises en novembre, pas de tomates en février. Ces produits n'existaient tout simplement pas. Pas parce que les gens n'en voulaient pas,
mais parce que la technologie de conservation, de transport international et de production hors saison n'était pas encore là. Et cette absence, cette impossibilité, créait quelque chose de précieux. L'attente. L'attente des premières fraises de mai. L'attente des premières tomates de juin. L'attente des raisins de septembre. Ces arrivées saisonnières étaient des événements, de petites fêtes de la nature et du calendrier. La première fraise de la saison avait un goût que la 5e ou la 50e n'avait pas. Ce goût n'était pas seulement dans le fruit, il était dans l'attente qui l'avait précédé. Dans les semaines de mars et d'avril où les fraises n'étaient pas là. Dans ce manque qui rendait la présence si douce. Aujourd'hui, les fraises sont là en janvier, en février, en mars. Elles viennent d'Espagne, du Maroc, du Chili. Elles sont grosses, fermes, uniformément rouges, et elles ont souvent le goût de rien, parce qu'elles ont été sélectionnées pour leur résistance au transport plutôt que pour leur saveur, parce qu'elles ont été cueillies avant maturité, parce qu'elles n'ont pas de saison. Nous avons voulu les fraises en janvier, et en les obtenant, nous avons perdu le goût des fraises de mai. Comment et pourquoi le marché a changé? Le marché de quartier français n'a pas disparu. Il existe encore, dans des milliers de villes et villages, chaque semaine. Mais il a profondément changé de nature et de fonction. Le premier changement fut la concurrence des supermarchés. À partir des années 1970, les grandes surfaces offraient une alternative commode, tout sous un même toit, parking, heures d'ouverture étendues, prix souvent plus bas. Pour les familles, avec voiture et peu de temps, le supermarché gagna progressivement sur le marché pour les achats quotidiens. Le deuxième changement fut la professionnalisation et la concentration. Dans les marchés d'aujourd'hui, beaucoup de marchands ne sont plus des producteurs. Ce sont des revendeurs qui achètent leurs produits à des grossistes, parfois les mêmes grossistes que les supermarchés. La tomate du marché et la tomate du supermarché viennent parfois du même endroit. La différence est dans la mise en scène, dans la relation, dans l'atmosphère, mais plus nécessairement dans le produit. Et le troisième changement fut culturel. Le marché devint progressivement une activité de loisir plutôt qu'une nécessité. On va au marché le dimanche matin, pas parce qu'on doit faire ses courses, mais parce que c'est agréable, parce que c'est pittoresque, parce que ça fait partie d'un style de vie. Ce déplacement du marché de la nécessité vers le loisir est un paradoxe. Il a préservé le marché en tant que forme, mais en a transformé profondément le sens. Ce que nous avons vraiment perdu. Nous avons perdu le rapport physique à la nourriture. La main qui saisit une tomate au marché et sent sa fermeté, son poids, sa chaleur de soleil. Cette main fait quelque chose que la main qui pose un sachet de tomates dans un caddie ne fait pas. Elle évalue. Elle juge. Elle exerce une compétence sensorielle construite sur des années d'expérience. Cette compétence, savoir choisir un fruit, savoir reconnaître un légume de qualité, savoir discuter avec un marchand, savoir naviguer dans l'espace d'un marché, était une forme d'intelligence pratique, transmise de génération en génération. La mère l'enseignait à sa fille, qui l'enseignerait à la sienne. Cette transmission est en train de se rompre. Nous avons perdu aussi la connaissance du cycle naturel. Cette conscience que la nourriture vient de quelque part, qu'elle pousse dans un sol, qu'elle a besoin de soleil et de pluie, qu'elle a une saison, qu'elle a un producteur qui a un visage et un nom. Cette connaissance fondamentale, que toute civilisation humaine avant la nôtre possédait, est en train de devenir le privilège de quelques-uns plutôt que le bien commun de tous. Et nous avons perdu la place publique comme espace de rencontre ordinaire. Le marché n'était pas seulement un endroit pour acheter, c'était un endroit pour être ensemble, pour se voir, pour s'informer, pour appartenir à une communauté locale qui se reconnaissait dans un espace partagé. Le supermarché est un espace de solitude organisé. Vous y entrez, vous prenez ce dont vous avez besoin, vous payez à une caisse automatique, vous sortez. Vous pouvez y faire vos courses hebdomadaires sans croiser une seule personne que vous connaissez, sans échanger un seul mot signifiant, sans sentir à aucun moment que vous appartenez à quelque chose de plus grand que vous-même. Le marché était bruyant, encombré, inefficace, parfois cher, parfois injuste. Mais il était vivant. Et dans cette vie, dans ce bruit, cette odeur, cette foule, ces voix,
se trouvait quelque chose d'essentiel à l'être humain, le besoin d'être parmi les autres. Non pas malgré le bruit et l'encombrement, mais grâce à eux.